Allez, on est parti. Bien. Alors, bonjour à ceux qui sont arrivés après. On est ensemble pendant 1h30. On va parler d'une chose très très importante qui nous concerne tous, l'estime de soi. Vaste sujet, vaste sujet. Je vais commencer à me présenter. Donc, je suis Jimmy Sapin. Je suis psychopraticien spécialisé en hypnose et en PNL. On verra, on décrira quelles sont ces techniques, ces pratiques. J'exerce depuis 10 ans. J'ai mon cabinet sur Paris et puis je pas de spécialisation, c'est-à-dire que je travaille sur tout. Il n'y a que le couple. Je ne fais pas le couple. C'est moins drôle le couple, je trouve, parce que en fait, ils disent pas la même chose en fait quand ils sont à deux, quand ils sont tout seuls. Alors c'est un peu, faut gérer quoi. Sinon, je travaille sur toutes les problématiques avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment une démarche, j'ai envie de dire, très positive, qui fait que souvent on a une idée de ce métier en étant quelque chose de difficile, voire lourd, alors qu'on peut parler de choses difficiles, voire dramatiques, mais avec une certaine légèreté. Et ça dépend comment on le fait. Voilà. Je travaille également sur l'interprétation des rêves et la symbolique du corps et des maladies. Vaste sujet également. Voilà. Et sinon, je suis formateur depuis 6 ans en hypnose et en PNL. Et sinon, depuis beaucoup plus longtemps, depuis j'ai 22 ans, dans différents métiers. C'était bien sûr suite à une reconversion professionnelle. Sinon, je travaillais auparavant dans les métiers du prêt-à-porter, de l'image, dans l'optique de mettre en scène et en valeur les personnes et les produits. Je fais la même chose en fait après, mais plus directement, on va dire. Voilà pour me présenter. Sinon, que vous dire déjà que, en termes d'estime de soi, on pourrait penser que, voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et moi, je peux vous dire que je reviens de loin. C'était plutôt le genre, le petit gars timide. C'est pas réservé, hein, c'est bien timide. Suite à ce que j'ai pu vivre, je peux même dire subir, et qui a fait que pour survivre, on va dire, il a fallu dépasser beaucoup de choses, et notamment au niveau de l'estime. Donc c'est un sujet que, bien sûr, j'ai à cœur, et qui me plaît vraiment d'accompagner. Je vais vous expliquer tout ça, en fait, hein, tout comment ça fonctionne, en fait, l'estime de soi. On va voir que c'est assez technique, la façon dont on va travailler dessus. Ça peut paraître étrange, hein, mais on va voir que c'est beaucoup lié à des enregistrements d'informations à différents niveaux. Voilà. Eh bien, on va commencer et juste voir un petit peu que... Hop, ici. Poser des fois quelques questions. Moi, j'aime bien animer avec du retour. D'après vous, quelles sont les premières problématiques qu'il y a avec le manque ou le peu d'estime qu'on peut avoir? L'effet miroir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui a une estime de soi faible peut engendrer une faible estime de lui par les autres. C'est ça que j'appelle l'effet miroir. En fait. Un effet miroir comme ça, en fait, que les deux se renverraient, en fait, ça. Ok. On entretient le phénomène. Ouais, tout à fait. Comme première problématique concrète, qu'est-ce que ça pourrait être? Des amours. Comment? Le désamour. Ou des amours de soi, on va voir, on va en parler, tout à fait. Aller vers les autres. Oui, difficulté, effectivement, en relationnel, effectivement, ouais, difficulté. Entraîner un manque de confiance en soi. Oui, tout à fait. C'est assez commun, difficulté d'avoir confiance en ses capacités, en de quoi on est capable. Tout à fait. D'autres choses? Ben oui, on verra d'où ça vient, ce que ça peut apporter, effectivement, la dévalorisation, très commun, en cabinet, bien sûr. Tout à fait. Ok.
Avant de commencer, je vais vous proposer déjà un petit jeu. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre debout. Les personnes qui regardent en vidéo, je vous propose de le faire aussi. Et puis, peut-être, on verra que ça va être un jeu qu'on va faire à deux si vous avez quelqu'un qui le fait, mais vous pourrez même le faire avec vous-même. Je vais demander juste de fermer les yeux un instant, s'il vous plaît. Et je vais te demander de te transformer en ange gardien. Avec tout ce que ça peut comprendre de bienveillance, de douceur, alors, selon tes représentations, juste imagine-toi être un ange gardien. Ok, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir rouvrir les yeux et je vais te demander de te mettre avec quelqu'un. Juste à deux, faire un petit groupe à deux. Si c'est pas dans les rangées, ça va pas aller. Arrangez-vous avec derrière ou à trois. Ok. C'est bon? Super. Bien. Maintenant que tu t'es transformé en ange gardien, je vais te demander de regarder ta partenaire dans les yeux un instant. Voilà. Et comme tu es un ange gardien, je vais te demander d'imaginer que tu es l'ange gardien de l'autre et juste quel mot tu pourrais lui dire. Juste un mot, qui est peut-être juste sur un constat que tu fais, un atout, une qualité, une compétence que tu peux voir, un qualificatif, une valeur que l'autre t'inspire. Quand tu l'as trouvé, tu peux lui dire échanger, bien sûr. L'autre personne lui dit aussi spontanément, vraiment comme ça vient. Ok. C'est bon? Tout le monde a trouvé un qualificatif, un mot, ce qui est venu comme ça? Super, super, super. Alors, je vais te demander de refermer les yeux, s'il te plaît. Ah, bien sûr, ça, on a envie d'en parler, on a envie de... Je vais te demander de fermer les yeux et d'imaginer, avec le mot qui t'a été donné, bien sûr, tu prends et tu laisses ce qui te convient. Ça, c'est vraiment très personnel. Et je vais te demander, juste avec la problématique que tu as en ce moment, actuelle, de voir ce qui se passerait si tu utilisais cette qualité, cette valeur, ce mot. Les effets positifs. Peut-être tu n'y avais pas pensé. Peut-être ça te semble une évidence. Peut-être on te l'a déjà dit. Juste, si ça te parle, de pouvoir l'utiliser. C'est bien comme ça? Je te remercie. Tu vas pouvoir te rasseoir.
Et l'estime, hein, c'est quelque chose déjà au départ qui vient beaucoup du regard de l'autre. Ça peut être bon de s'en inspirer, bien sûr, des fois de s'en détacher par rapport à ce qui a été dit, mais en tout cas, des fois on oublie comment on est, les qualités qu'on a, etc., etc. Des fois, ça peut être les autres qui nous le rappellent, mais juste bien enregistrer l'information. Bien, super. Je vais parler déjà définir, hein, parce qu'on va parler même pas mal des signes de soi, mais juste on va définir qu'est-ce que c'est que l'hypnose et la PNL. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas du tout. On va décrire ça. Alors, l'hypnose et la PNL sont des techniques classées dans les thérapies brèves. Thérapie brève, si on le différencie des thérapies longues, type psychanalyse, etc., c'est des thérapies plus rapides. Attention, hein, c'est pas non plus la thérapie flash éclair. Oui, souvent il y a des idées par rapport à ça, notamment à l'hypnose. Avec l'hypnose, il y a deux possibilités en fait. Les personnes qui ont des idées fantastique, comme quoi ce serait une baguette magique pour régler plein de choses. Ça pouvait simplement, accéder à l'inconscient comme ça, et puis changer les choses. À la personne, elle s'assoit, et bzzz, hop, tout a changé, comme si le thérapeute, là, faisait dou, comme ça, là. Ça passe pas comme ça. Déjà parce que c'est la personne, en fait, qui va faire le travail. Nous, on participe juste à ça. Et puis, j'ai presque envie de dire, ce sera un peu trop facile, non, hein, c'est l'investissement personnel. Hein. donc non, ce n'est pas la baguette magique. Puis il y a un autre côté, un autre fantasme, qui est installé dans l'inconscient collectif, qui est que l'hypnose, ce serait quelque chose qui ferait perdre le contrôle et qui ferait peut-être être manipulé par quelqu'un. Il y a des choses, en fait, hein, il y a des images qu'on a vues qui nous mettent ça dans la tête. Je ne sais pas si vous avez regardé le livre de la jungle quand vous étiez petit. Hein. Ça laisse des traces, ça ne nous sert pas toujours, ça. Hein. Surtout qu'en plus, l'hypnose, ça se fait les yeux fermés. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Sont deux fantasmes bien à recadrer. Donc déjà, j'ai dit ce que ça n'était pas. Et par contre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de techniques, vraiment dans l'hypnose, qui va faire que on va travailler principalement avec l'inconscient, mais pas que. Et c'est surtout des techniques de mise en transe. Alors, pareil, le mot, il peut faire peur. État modifié de conscience. Mais quand on sait ce que c'est, quand on découvre vraiment ce que c'est, on peut s'apercevoir que c'est rien de dramatique par rapport à ça. La preuve, c'est qu'on connaît tout ça tous les jours. D'après vous, quand on s'endort, et surtout quand on dort bien profondément. Là, à ce moment-là, en fait, c'est exactement ce qu'on va rechercher dans l'état hypnotique. En fait, c'est que le mental, il va se mettre au repos. On ne veut pas qu'il disparaisse, mais simplement, en fait, il va être en second plan. Et il y a d'autres choses qui vont plus apparaître, effectivement, plus les émotions, un accès à l'inconscient, connexion au corps aussi qui se fait, et c'est très bien comme ça. Alors, on est tous en état hypnotique quand on dort, un état bien profond, et puis à d'autres moments aussi, comme par exemple... Quand on conduit une route habituelle. Tellement, quand on conduit comme ça, en fait, tu es habitué, consciemment, tu conduis, et inconsciemment, tu peux être absolument ailleurs. C'est déroutant un petit peu. D'ailleurs, c'est quand c'est comme ça, en fait, on se dit je suis déjà arrivé, j'ai pas vu passer le temps, etc. Ce qui est dans cet état, effectivement, de modifié de conscience, la conscience du temps n'est pas la même. Intéressant. Un autre moment, en fait, quand on est en état hypnotique, c'est aussi quand on n'est plus du tout concentré. Là, c'est l'hyperconcentration. L'hypoconcentration, en fait, c'est quand on se détend, tout simplement, et puis que l'imagination peut faire son travail. C'est important. Les enfants savent très bien se mettre en état hypnotique. Ils n'ont pas besoin d'un psychopratricien pour ça. Hein. Comment ils font?
Il joue. Bah, il joue. Ok. Mais quand il joue, il n'y a ni les objets, ni les personnes. Mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Bah, ils imaginent. Et ça provoque quoi? Bah, des émotions, du vécu. C'est intéressant. Comme si c'était la réalité. On pourrait presque penser que parce qu'on le vit quand on dort, parce que les enfants savent le faire, on pourrait presque penser que c'est quelque chose de très naturel. D'ailleurs, ça existe depuis la nuit des temps, on va dire, hein, les plus vieilles traces en 6000 ans avant Jésus-Christ. Sumériens, après les Égyptiens. Bon, il y a des traces, il y a des fresques. Intéressant de voir. Bon, nous, on le travaille juste de façon certainement différente, mais on utilise, à mon avis, des techniques communes. Voilà pour l'hypnose. Pourquoi utiliser l'hypnose en cabinet? C'est simplement que ça va permettre justement d'ouvrir sur de nouvelles choses, et nous, on va vraiment travailler avec le comme si, en imaginant simplement que c'est la réalité. D'autres techniques qu'on va pouvoir utiliser, des régressions hypnotiques, retourner en arrière, très intéressant pour l'estime de soi, justement pour modifier certaines choses, s'apporter des choses qu'on n'a pas eues, qui nous ont manqué. Très bien, très utile. Et d'autres techniques qu'on appelle des techniques de recadrage pour remettre du sens, pour remettre le contexte dans l'ordre. Souvent, on enregistre des informations, puis on oublie un petit peu l'environnement, etc., etc. Remettre tout ça en place, c'est très bien. Et plein d'autres techniques. Peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Des questions par rapport à cette pratique? Non? Ça vous semble clair? Je t'en prie. Il me semble qu'il y a plusieurs formes d'hypnose, en fait. Ouais. Oui. Alors, il y a plusieurs formes d'hypnose, mais il y a un peu de marketing derrière tout ça. Pourquoi? Parce que au départ, tout l'hypnose moderne, on va dire, vient des travaux de Milton Erickson, ce médecin psychiatre américain qui a mis, j'ai envie de dire, au goût du jour plein d'autres techniques qui existaient auparavant, mais qui les a surtout mis en place pour, en cabinet, aider la personne, accompagner la personne. Donc, on fait tous de l'hypnose ericksonienne et avec des approches plus ou moins différentes, effectivement. En tout cas, l'hypnose qui est enseignée à Cassiopée, c'est l'hypnose holistique qui prend vraiment en considération la personne dans sa globalité, bien sûr au niveau de son mental, de ses émotions et de son corps aussi. Il y a plein de jeux, il y a plein de protocoles qui utilisent le corps et c'est bien comme ça. Donc voilà, donc il y a différentes formes. Ça, c'est au goût de chacun, mais on fait quand même tous le même métier. D'autres questions? Peut-être un peu différent de l'hypnose de spectacle, peut-être. Ah là 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 là, merci. merci. Oui, parce que ça fait partie justement des fantasmes, parce qu'il y a une confusion. Il y a 3 métiers. Il y a le métier, effectivement, de l'hypnose de spectacle. Bon, alors moi, je sais pas, hein, mais faire la poule en cabinet, je sais pas trop à quoi ça sert, hein, mais donc c'est peut-être bien pour les salles de spectacle, hein, pour que ce soit spectaculaire. Les gens veulent voir des effets. Bon, ok, on va juste recadrer, c'est-à-dire réexpliquer vraiment ce qui se passe dans chaque métier. Donc non, ce n'est pas du spectacle. Il y a quelques techniques communes, mais certainement pas en tout cas des techniques dévalorisantes comme celle-là. tout simplement. Il y a besoin de l'expliquer aussi, hein, aux clients, aux patients qui viennent nous voir, parce que voilà, ça fait partie aussi de l'enregistrement des informations et qui peut faire imaginer qu'on pourrait faire n'importe quoi. Bon. Il y a une autre hypnose qui est l'hypnose médicale, qui n'est pas de notre registre, qui est utilisée, qui est en plein boom en France d'ailleurs, hein, pour principalement les anesthésies, les soins dentaires, l'accouchement, les soins infirmiers, etc. Donc c'est bien, ça contrebalance un petit peu, c'est bien, mais c'est moins connu en fait que l'hypnose de spectacle. Mais je dirais que il y a une autre partie en fait, c'est l'hypnose thérapeutique d'accompagnement à la personne. Voilà. Dans les 3, il y a quelques techniques qui sont communes. Par contre, l'objectif n'est pas le même, tout simplement.
juste à expliquer, c'est bien. C'est bon pour vous? Ouais. Par rapport à la sophrologie, c'est en groupe, l'hypnose de groupe, a priori non. Alors, oui et non. Non, dans le sens où, comment dire, on va faire un travail plus spécifique, mais on peut faire des choses en groupe, exactement comme la sophro. D'ailleurs, en sophro, il y a des choses en groupe qu'on va pouvoir faire. On n'ira pas, comment dire, aussi loin que ce qu'on pourrait faire en cabinet aussi avec... en tête-à-tête, on veut dire, avec le praticien, la praticienne. Donc, voilà, c'est moins adapté aux pratiques en groupe, mais on peut le faire. La preuve, on fera quelque chose tout à l'heure pour goûter à cela. Est-ce qu'on peut rester bloqué dans un état hypnotique? Non, c'est un fantasme, à part s'il y a des troubles psychotiques, voilà, auparavant, on y veille. Et bien sûr, pour pouvoir faire en sorte que, justement, nous, on utilise beaucoup de techniques pour se dédoubler, pour pouvoir faire des changements avec son double, etc., etc. Bon, on veille à ce que, comment dire, que la personne reparte toute seule, en tout cas, que ce soit le bon, en fait, qui reparte. C'est mieux. Donc voilà, il y a des contre-indications, j'ai envie de dire, mais comme dans tout, en sophrologie, c'est exactement la même chose, en fait, dans tous ces états borderline, en fait, limites, qui font faire que, comment dire, on ne pratique pas ces techniques-là avec ces personnes. Et est-ce que du coup, c'est une pratique qui peut se faire en distanciel? Oui et non. Oui. On peut faire bien sûr en visio, en des séances, quand on connaît déjà la personne, etc. Avec certaines limites, c'est-à-dire en fait que souvent il y a de l'émotion, il se passe des choses, et que bon, quand on n'est pas sur place, ça a une certaine limite. Donc on va faire des choses, mais des choses plus légères, comme le groupe en fait, tout à fait. Donc c'est possible, mais avec certaines limites, voilà. D'autres questions? C'est bon pour vous? Bon, on a décrit la technique comme ça. On va voir aussi comment on travaille dessus avec les personnes. La PNL, en programmation neurolinguistique. Oh là là, quel mot barbare pour dire que simplement, il y a des choses qui sont programmées, il y a des choses qui sont enregistrées, neuro, on voit où ça se passe, et linguistique, par les mots. Un enregistrement, et qui va faire que chaque mot va nous avoir un sens particulier pour nous. Très important dans l'estime de soi, parce que certains mots certaines phrases restent gravées, qui vont engendrer des croyances limitantes, des comportements, des émotions, etc. etc. Donc, la PNL, c'est un ensemble de techniques qui ont été établies dans les années 70 aux États-Unis et où certaines personnes en fait sont intéressées à des experts dans des domaines, des génies même, Léonard de Vinci par exemple, pour voir comment ils étaient experts, ils étaient génies dans leur domaine, et voir comment ils pouvaient simplement appliquer ça en cabinet pour l'accompagnement à la personne. Très intéressant, qui va donner tout un travail sur les stratégies, comment la personne fait les choses avec des résultats positifs ou négatifs pour elle. Un ensemble de techniques qui va permettre en fait de mieux se connaître. C'est important ça. Mieux communiquer. Mieux comprendre effectivement ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Plus facile effectivement pour ça. Et puis de voir que techniquement, on peut aller mieux, on peut agir en fait sur soi-même dans plein de domaines. Alors là, il y a plein de techniques très 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 différentes. En PNL, on peut très bien avoir des jeux, des mises en scène de ces problématiques. Ça, c'est assez super. On va placer des parties de soi dans la pièce. On va travailler, voilà, avec des différents aspects de soi, et en les mettant en scène, il se passe des choses importantes. Ça peut être aussi beaucoup dans l'écoute, la façon d'écouter, la façon de communiquer aussi. Beaucoup de techniques en fait de PNL sont utiles pour cela. Et puis
Bon, plein d'autres approches. Moi, je trouve que la PNL, c'est bien, c'est ludique, hein, c'est sympa, ça plaît bien, hein, au grand comme au petit, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un petit peu flou au début parce que la PNL, c'est moins connu que l'hypnose. Puis en plus, c'est utilisé dans d'autres domaines, type comment dire, les RH, le management, le marketing, le commercial, la politique, etc. etc. Bon, eux, ils ont pris ces techniques-là, puis c'est pas les mêmes objectifs que les nôtres. Hein. Des techniques qui fonctionnent bien, ça c'est sûr, mais qui peuvent être mal utilisées. C'est comme tout, hein. C'est un couteau de cuisine. On peut faire à manger toute sa vie avec, et c'est fantastique. On peut faire des choses beaucoup plus dramatiques avec. Hein. Donc ça dépend comment on utilise les outils. Voilà pour présenter les techniques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la PNL que je précise? Je sais que c'est moins connu, voilà, mais c'est bon pour vous? Ok. Bon, s'il y a des questions après, on pourra, y venir. Alors, on va parler d'estime de soi. Maintenant, c'est le cœur du sujet. On n'est pas tous égaux avec ça. Qu'est-ce qui peut influencer d'ailleurs le fait d'avoir une bonne estime, avoir confiance en soi, en ses capacités, ou qu'il y ait des limites, qu'il y ait des fragilités par rapport à ça? Ça peut venir de quoi? Notre vécu, L'éducation. Tout à fait. Hein, le vécu, l'éducation, tout simplement, au départ. Je viens de dire, même au tout début, c'est juste on a été désiré. Ça influence déjà beaucoup les choses. Mais effectivement, le vécu personnel, l'éducation, ce qu'on a pu voir, les réactions qu'on a pu avoir avec ça, on va détailler tout cela. Donc, c'est déjà beaucoup, hein, ça définit déjà beaucoup de choses dans la vie. Hein. D'autres choses qui, après, plus tard... peut-être les blessures d'âme. Carrément. On y va. Peut-être, hein, pour certains, en tout cas, il y a des choses qui peuvent venir, hein, qui sont plus lointaines, peut-être du transgénérationnel, hein, tout à fait, hein, qui se transmettent inconsciemment dans les lignées, tout à fait. Bon, déjà, on va s'intéresser en premier sur le vécu, puis après, on ira chercher effectivement un petit peu plus loin si nécessaire, mais tout à fait. Moi, j'ai envie de dire toutes les expériences de vie après. Hein, la relation qu'on peut avoir avec certaines personnes. Et tout à fait, hein, qui peuvent dire des fois démolir complètement une estime. Et, pour peu qu'elle soit un petit peu fragile au départ, ça peut effectivement vraiment venir l'abîmer après, oui, tout à fait. Les croyances? Les conséquences, effectivement, sont les croyances, hein, ce que ça va apporter, on va le détailler. Ce que ça peut effectivement faire, ce qu'on peut se dire, ce en quoi on peut croire, et qui vont installer beaucoup de limites. La personnalité aussi. Les traits de personnalité, et puis surtout comment c'est vu par les autres, hein, comment c'est perçu, hein, tout à fait. Bien. On va regarder de quoi c'est constitué. Et puis on va voir que, il y a beaucoup de confusion par rapport à l'estime de soi, justement. On mélange beaucoup l'estime de soi et la confiance en soi. C'est différent. Ah oui. Exactement. Et on va voir que l'estime de soi va se nourrir de la confiance en soi, mais aussi d'autres aspects. Et inversement. Bien sûr. Tout interagit. Tout à fait. Inversement. Alors, la premier aspect, en tout cas, de l'estime de soi, c'est l'amour de soi. On commence bien, hein. Simplement, l'amour qu'on se porte, c'est-à-dire la valeur qu'on se donne, en comment on se considère, et qui fait que, simplement, je peux faire en sorte de faire des choses qui vont dire que je m'aime ou je m'aime pas trop, hein, qui vont simplement faire en sorte que je vais m'accorder de l'intérêt ou non. D'après vous, d'où ça vient, ça?
Les parents, le lien aux parents aussi. Déjà le lien, avant l'éducation. Ben, l'amour, tout simplement, qu'on a reçu. Et cet amour-là, la forme d'amour, parce que bien sûr, chacun aime à sa façon, ça va déjà forger la façon dont on est simplement aimé, j'ai envie de dire, corporellement, physiquement. Le lien sécure. Tout à fait, qui va apporter déjà de la sécurité dans l'enfant, à l'intérieur, et déjà ça, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui peut d'autre déjà influencer aussi l'amour de soi? On a dit tout à l'heure, si on a été accueilli, attendu ou pas, et comment, dans quelles conditions ça s'est passé, etc. Est-ce qu'on est le fruit de l'amour ou d'autre chose? Définit déjà en fait notre relation à nous-mêmes dans l'amour qu'effectivement qu'on peut se porter. Le premier regard, aussi bien effectivement bébé que plus tard, l'amour qu'on a reçu va définir effectivement notre propre relation pour s'aimer soi-même et bien sûr aimer les autres, communiquer avec les autres. Ça influence énormément. Quelles pourraient être les problématiques d'un manque d'amour pour sa personne? Ah ben, on commence bien, dépendance affective. Et tu as raison, hein, tout à fait, tout à fait. Et j'ai envie de dire toutes les dépendances déjà, en général. Parce que quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. Et juste, il y a des personnes qui n'ont pas conscience, qui n'ont pas de respect pour leur corps. Et qui, vont pouvoir mettre des substances, des produits dans le corps. D'autres personnes, ça ne leur viendrait même pas à l'idée. En fonction de, justement, ce lien qui a manqué, qui a été peut-être défaillant, qui a été, mauvais, parfois, toxique, voire même, je peux être habitué à ça. Du coup, en fonction de mes blessures de vie, mes coups, etc., je peux choisir, consciemment, inconsciemment, d'aller vers des produits qui vont me faire aller mieux, en tout cas me sentir peut-être mieux avec moi-même sur un moment donné. Hein. Ouais. Et oui, et oui, oui. Et c'est une réponse humaine à la souffrance. Hein. D'ailleurs, c'est un grand motif de consultation en cabinet, hein, de toutes les dépendances à des produits. Pouvoir tenir, avoir une béquille, effectivement, pour pouvoir avancer dans la vie, juste vraiment, des fois, pouvoir juste survivre. Hein. À long terme, effectivement, avec ce que ça peut apporter sur le corps, comme complication, c'est pas viable. Dépendance, il y a des dépendances aux produits, mais il y a des dépendances à des activités. Pareil, quand on ne s'aime pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le jeu, il y a le shopping. Des achats? Mais oui! Les filles, vous êtes surreprésentées dans les achats compulsifs. Ah, il y a il y a des dépendances qui concernent plus ou moins. Les garçons, c'est d'autres choses. Hein. Et c'est pas quand c'est les achats compulsifs, c'est pas les mêmes achats. Hein, c'est intéressant. Bien sûr, les achats compulsifs, quand je m'aime pas, ça va rejoindre en fait la catégorie suivante, hein, qui est surtout sur l'image de soi, d'ailleurs, en fonction de ce qu'on achète. Simplement, quand on ne s'aime pas, qu'on ne se respecte pas, qu'on ne respecte pas son corps, ça peut être des problématiques, même type du burn-out. Ben oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'ai pas assez de considération pour moi, qui fait que je laisse faire tout ça, je réagis pas. Bien sûr, ça s'associe à plein d'autres éléments, mais ça y participe grandement. Donc plein de problématiques avec des activités, le sport compulsif, le jeu, le sexe, plein d'excès qui vont faire que pour aller mieux, parce que je me sens mal par rapport à ça, je vais trouver malheureusement l'illusion, effectivement, hein, dedans, qui va me faire sentir en fait que, en tout cas, ça peut calmer beaucoup d'émotions et me faire sentir surtout en lien. Il y a quelque chose de déconnecté, en fait, hein, dans cette approche-là. Et pour rejoindre ce que tu disais, en fait, la dépendance affective.
vaste sujet également, on pourrait en parler, on pourrait faire une conférence dessus. Cette comment dire, attitude, cette attente que l'autre vienne nous donner, nous dire qu'on a de la valeur, qu'on est quelqu'un de bien, reconnaître ce qu'on fait de bien, qui l'on est, tout simplement. Sauf que, comme c'est l'autre qui le dit, qu'est-ce que ça peut avoir comme limite? Quand il n'est plus là, ça ne marche plus. Et voilà, ça dégringole, parce que, ben oui, si je suis dépendant de ce que, du regard de l'autre par rapport à ma propre valeur, par rapport à mon propre amour de moi-même, quand il n'est plus là, effectivement, ben, il n'y a plus grand-chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pareil, dépendance affective, hein, un mode de fonctionnement qui vient se mettre en place inconsciemment quand justement ben, on a manqué ou quand on a trop eu, enfin plein de raisons. Pas développer le sujet parce que sinon... comment on travaille en cabinet avec des personnes qui ne s'aiment pas assez? Valorisation. À fond. La valorisation, tu as tout à fait raison. Et évidemment, de prendre conscience déjà de ce qui manque, ce qui a pu manquer, d'où ça vient, puis comment, entre parenthèses, le réparer. Quand c'est possible pour des personnes, des fois, où c'est costaud. Il y a toujours des choses qui sont possibles de faire. En tout cas, d'arriver à se porter un regard bienveillant, j'ai envie de dire, avec de l'amour, avec de la douceur, etc., qui va faire qu'on va pouvoir se considérer et se respecter. Pas calme. Hein. Ah oui. Oui. Après, c'est aussi en avoir conscience parce que... Bien sûr. C'est justement, enfin, c'est la personne qui vient en cabinet, elle vient pour des problématiques. On a cité hein, les problèmes de manque de respect quelque part par rapport à ça. On sait qu'en fait, qu'on n'est pas digne d'intérêt, ben, ça peut prendre plein de formes professionnelles, relationnelles, personnelles. Et faut-il en avoir conscience? Nous, notre travail, ça va faire aussi de pouvoir faire comprendre à la personne qu'est-ce qui pose problème vraiment. La personne, généralement, elle vient en cabinet, elle dit « je n'ai pas confiance en moi ». Certes, mais à l'origine, déjà, on peut manquer d'amour. Est-ce que par rapport à des phrases qui sont récurrentes, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel ou autre, en fait, donc, dans la récurrence, même si on a de l'amour pour soi ou de l'estime de soi, à un moment donné, ça vient baisser ça, même si on change son mindset au quotidien, ça vient intégrer mentalement. Alors, justement, il ne faut pas que ce soit juste une intégration mentale. Notamment pour cette partie-là qui correspond à quelque chose d'émotionnel, même de corporel. Hein, l'amour pour soi, il y a vraiment cette notion-là. Donc oui, il y a des choses, en fait, des phrases qui peuvent revenir dans tous les domaines hein, de l'estime de soi, qui vont venir abîmer, freiner hein, le développement malgré la volonté de la personne. Donc on va justement travailler dessus pour pouvoir faire en sorte que la personne prenne conscience vraiment de sa valeur, de qui elle est. On va voir que tout est en lien, hein, de toute façon, hein, donc tout a une influence. Donc en fait, toute problématique, quelle qu'elle soit, Oui. ramène systématiquement à l'estime. J'en suis convaincu. Absolument. Tout à fait, tout à fait. On verra hein, quand la fleur sera complète, mais on verra que ça pêche à un endroit. Toute personne qui vient en cabinet, peut-être, non, on travaille forcément sur l'estime de soi. Évidemment, ouais. Et d'ailleurs, même avec une technique comme l'EFT, oui. La première chose qu'on commence, c'est même si je m'aime, je me respecte. À la base. Tout à fait, tout à fait. Alors, la deuxième catégorie, c'est l'image de soi. Oh là là, vaste sujet également, qui fait que, alors là, c'est totalement subjectif. Pourquoi? Tout bêtement.
Moi, je ne me vois pas. Hein. Je peux me voir à travers un miroir, une vidéo, une photo. Enfin, c'est jamais la même chose que quand on regarde l'intérieur. Hein. Et qu'en plus, c'est influencé par le regard des autres. L'image de soi, c'est vraiment la partie la plus subjective, où on peut être complètement en décalage avec la réalité. Qui fait que il y a l'image physique, corporelle, mais ça parle aussi d'autre chose, l'attitude qu'on peut avoir. Simplement de ne pas voir ou en fonction de la relation effectivement à l'autre, va faire qu'on peut avoir une bonne ou une mauvaise image de soi. Quelles seraient les problématiques liées à ça? Pardon, j'entends. Les réseaux sociaux. Ah oui, c'est sûr. En développant la blessure narcissique. Et oui, dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une génération qui est née avec un appareil photo, une caméra face à eux. Hein. On a tendance un petit peu à leur reprocher. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ça a été des petites stars dès le début. Et on va en parler après. Hein. La survalorisation, c'est une grosse problématique. Et c'est ce qui nous attend pendant des années pour, dans notre clientèle. Hein. On part de dévalorisation, manque de valorisation. Et là, en fait, on va arriver sur des problématiques de survalorisation. Donc, quand ils sont habitués à ça, ils continuent d'aller le chercher. Ils l'ont toujours eu. Et quand, justement, ça commence à se détacher de papa, de maman, moi, je suis shooté à la valorisation. Hein. Il faut bien que j'aille le chercher quelque part. Hein. Après, l'être humain... les êtres humains, ils s'imitent les uns les autres aussi. Hein. Donc, ça joue beaucoup. Et puis il y a l'anorexie aussi, qui est liée à l'image de soi. En tout cas, tous les décalages liés au corps. En typique, les personnes qui étaient fortes et qui perdent du poids. Comment elles se voient? Toujours grosses. Très intéressant parce qu'en fait, ce n'est pas actualisé. Ça a été abîmé à un moment et j'ai focalisé, j'ai figé justement sur des mots, des impressions corporelles, des émotions. Et je les maintiens, je les continue en fait dedans. Donc bien sûr des problématiques, je dirais d'actualisation corporelle, c'est-à-dire que ce n'est pas actualisé, qui fait qui donne des problématiques. D'autres problématiques d'image de soi, ce qu'on peut renvoyer aux autres. Alors moi je pense aux maladies dégénératives aussi. Oui, bien sûr. Tout ce qui est en lien avec une dégradation physique, ne serait-ce que le vieillissement, hein, tout ce qui va être lié en fait à abîmer une image de soi, tout à fait. D'autres problématiques. Quand on a une mauvaise image de soi, qu'est-ce que ça ne permet pas? De s'exprimer facilement. Eh bien, tout simplement. S'exprimer facilement parce que, justement, comme il y a dans cette notion très subjective, elle n'est faite que de jugement. Jugement des autres, son propre jugement. Et ça viendrait de quoi? Une mauvaise image de soi? Encore, ouais. On dit que c'est beau être enfant, mais il y en a. Hein. Encore les parents, mais pas que. Et voilà. Et le scolaire, hein, c'est très important. Bien sûr. Et puis, au fur et à mesure hein, que le cercle s'étend, quelque part, hein, ça vient forcément jouer sur l'image de soi. Les critiques. Éducation nationale. Les dévalorisations, les comparaisons, hein, toutes ces choses qui vont faire que pour me construire mon image, faut pas oublier au départ l'image de soi, elle vient de quoi? Elle vient simplement de l'image que je reçois, ce que j'entends, ce qu'on me renvoie. Et là, on y était déjà avant, mais les émotions. Moi, quand j'étais petit, quand je pleurais, on me disait, t'as pas le droit de pleurer. Ça se fait pas. Les garçons, ça pleure pas. Maintenant, je peux te dire que pour pleurer, là, faut
vraiment que le film costaud ou qu'il y ait des oignons hein, à couper, hein, parce que sinon là c'est difficile. Hein, ça. Ben, ça laisse des traces. Mais ça, comment dire, donc l'accueil des émotions, la colère, la joie aussi, hein, tout simplement, et les peurs, qui peuvent donner une bonne image de soi ou une image de soi dégradée, abîmée. Et alors là, la palette vraiment de problématiques hein, de gens qui consultent pour ça, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses hein, sur lesquelles faire. D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire pour que la personne soit consciente simplement de pouvoir croire en elle, mais dans la réalité des choses? Qu'est-ce qu'on peut faire en cabinet? La réassurance. La réassurance, ouais, tout à fait. La mettre devant un miroir. La mettre devant un miroir, ouais. C'est difficile. Pas tout de suite, hein. Il y a du chemin avant, hein. Ça dépend hein, de la blessure, hein, mais progressivement. Ouais. Tout à fait. Mais vraiment en lien avec comment la personne se représente, en fonction de ce qu'elle a entendu aussi. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de pouvoir se porter à un regard juste, bienveillant, objectif, concret. Et pas fait de mots qui ont été dits 30 ans auparavant, d'un corps qui était... une fois, j'ai eu un gars qui arrive en cabinet, le gars, un top modèle, quoi. Lui, il se croyait quoi? L'adolescent boutonneux qu'il était. Et du coup, avec plein de problématiques qui allaient avec. Donc, bien sûr, la différence de perception, il y a un moment, oui, une fois que c'est avancé, on va aller devant le miroir, puis on va discuter avec l'autre pour essayer de réintégrer bien ce qu'il faut, d'actualiser vraiment les croyances. C'est figé dans beaucoup voilà, de croyances. Des questions par rapport à l'image de soi? Ça s'acquiert, hein, petit pas par petit pas. Hein. Ok. Alors, celle-là, on la connaît plus, cette partie-là. La confiance en soi. C'est vraiment la foi en ses capacités. Ok. Peut-être je m'aime bien. Peut-être je me trouve bien. Mais je peux penser que je ne suis pas capable, voire incapable. Parce que, au fond de moi, il y a de l'insécurité. D'où ça peut venir, ça? De l'enfance, oui. Comment? Exactement. C'est-à-dire que l'enfant, dans son développement, il va faire des choses, montrer, dessiner, des activités sportives, tout simplement juste qui il est. Et en fonction du regard qui est donné, ça va faire que dans le faire, ce que je fais, est-ce que c'est valorisant? Peut-être pas du tout, voire c'est dévalorisant. Et là, comme dans les autres domaines aussi, une personne qui a été dévalorisée. Des phrases très dures qu'on entend en cabinet, très courantes, de je suis nul, je ne suis pas capable, je vaux rien, etc. C'est le tuer, le tu qui tue. Voilà, le tu qui tue, comme tu dis. Tout à fait, qui fait que selon comment a été accueillis les comportements, le faire, quelque part, c'est vraiment ce mot-là, de l'enfant, ça va lui donner la foi, la croyance en fait en ses capacités. Bien sûr que ça peut être influencé aussi plus tard, dans un parcours professionnel où il y a un patron, une patronne effectivement très au-delà d'exigeant, mais voire cassant, etc. Ces capacités, on peut avoir à un moment la foi en ses capacités,
ça peut diminuer effectivement après. Ça peut venir suite à un échec aussi. Tout à fait. Ou à des Qu'on peut se donner en fait nous-mêmes. Il n'y a pas que le regard de l'autre. C'est en fait le jugement qu'on va se porter par rapport à ce qu'on a fait. On va voir que ça allait c'est voisin avec la catégorie suivante sur l'acceptation de soi. C'est-à-dire que en fonction de ce que j'ai réalisé, c'est peut-être en dessous, peut-être pas du tout ce que je voulais, et qui fait que je peux simplement manquer de sécurité sur comment ça va se passer plus tard. Et là, c'est là qu'on retrouve tous les troubles anxieux. Hein. Parce que quand on a foi en soi, quand on a confiance, l'avenir est plus certain, hein, plus facile quand même. Et là, c'est tous les héritages, effectivement, aussi, du manque de confiance de ses parents. Et effectivement, à l'école, tout ce qu'on a pu entendre, qui va faire que on va simplement se dire, je suis capable de le faire, ou d'autres choses. Dans le discours des gens, enfin même dans le sport des enfants, bien sûr, on vient complètement casser les capacités, parce que déjà on vient mettre en confrontation et déjà en challenge tous les enfants et en compétition. Tout à fait. Alors que c'est peut-être pas forcément le bon sport, ou on peut aller chercher d'autres ressources derrière. Mais par contre, toutes les conclusions qui vont en être tirées, et voilà, vont faire en fait qu'après, et puis ça va se manifester dans différents domaines. Mais ça part simplement d'un manque de sécurité. On l'a vu dans les dévalorisations. Alors, je vous passe la liste de toutes les dévalorisations. Il peut y avoir aussi carence en valorisation. C'est autre chose, ça. C'est juste que l'enfant, il n'est pas reconnu, il n'est pas vu dans ce qu'il faisait de bien. C'est important. Pas oublier, l'estime de soi, ce que j'ai dit au début, ça se passe au départ, petit enfant, en fonction du regard qui est posé sur ses actions. Plus tard, l'enfant, dans son développement, il va pouvoir avoir l'aptitude de juger par lui-même ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et le développer. Le parent doit favoriser effectivement ce regard-là. Donc oui. Ce regard qu'il va avoir sur lui-même, il va être conditionné par le regard que ses parents ont eu sur lui, et il va être extrêmement exigeant envers lui-même. C'est le regard qu'ont eu les parents sur lui. C'est une des problématiques de la confiance en soi. On va en parler. Très bonne transition, merci. Et effectivement, des parents qui sont exigeants, trop exigeants. Qu'est-ce que va faire l'enfant pour être apprécié, pour être aimé? Toujours plus. Mettre la barre très haut. Mais oui. Et comme il ne l'a pas entendu de ses parents, il va chercher à l'avoir auprès de qui? Le boulot, etc., etc., etc. Sauf que comme ça marche pas, parce que c'est pas vraiment papa, c'est pas vraiment maman qui me l'a dit, qu'est-ce que je fais? Boulimie. Boulimie de boulot, etc., etc. Parce que je veux entendre, au fond de moi, je veux obtenir ce quoi j'ai droit, ce simplement fait qui me ferait me sentir en sécurité, me sentir confiant en moi. Des problématiques liées à la confiance en soi. On a la soirée. Se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple. Tout à fait. Pour les gens, effectivement, qui sont dans des reconversions professionnelles, c'est souvent un obstacle. Ça vient souvent, en fait, avec tous les doutes qu'il peut y avoir et toutes les peurs. C'est le siège des peurs, à cet endroit-là. Parce que, effectivement, j'ai besoin d'assurance, de sécurité, avec un nouveau métier en fait que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas totalement, de voir comment ça va être accueilli, etc. etc. Ça, on n'est pas tous les mêmes, effectivement, par rapport à, en fonction de nos croyances, ce qui est installé, qui va faire que c'est possible, ou peut-être c'est plus long, etc. etc. qu'il y a du renforcement quelque part à faire. J'ai donné la solution, mais j'allais demander comment on fait pour travailler avec les personnes qui manquent de confiance en elles. Consolider les bases. Merci. Vraiment consolider les bases. Vraiment venir renforcer. Puis surtout, encore une fois, apporter un regard objectif. Parce que la personne, ce qu'elle oublie, généralement, c'est tout ce qu'elle a réussi. Mais généralement, c'est je regarde que d'un œil. Comment? Les lunettes noires. Les lunettes noires, tout à fait. Les lunettes noires qui font que je regarde la vie avec quelle lunette, quel regard. Un prisme très réducteur. Très réducteur qui fait qu'en fait, évidemment, si on me l'a
on a appuyé sur ce qui n'allait pas. Des comparaisons, des choses comme ça, en fait, des attentes trop élevées. Continue le boulot des parents. Continue, en injonction, répétition. Après, peut-être les contrats aussi, essayer de faire une chose pour se rendre compte qu'en fait qu'on est capable. Très bien. Alors ça, c'est comment on travaille dessus. C'est toujours pareil, petit pas par petit pas dans l'estime. En tout cas, quand je fais quelque chose de bien, de bon, et que je peux apprécier que ça fonctionne, qu'est-ce que je peux me dire? Félicite. Voilà, se féliciter. Simplement, en fait, prendre conscience que ça, c'est fait. Si ça, c'est fait, la suite, comment je peux la faire? En confiance. Ça tombe bien. Un peu sortir de sa zone de confort. Ah oui, il y a un moment, il faut y aller. La zone de confort, c'est le frein de l'estime de soi. Hein. La zone de confort, c'est le confort dans l'inconfort, ou l'inconfort dans le confort. Mais qui fait que j'avance pas beaucoup parce que je connais pas, mais je connais ce qu'il y a. Même si c'est pourri, hein. Si ça sent pas bon, j'y reste parce qu'il y a quand même des avantages. Et on peut imaginer que ça peut être pire. Effectivement, effectivement. Bon, c'est humain. On est tous comme ça. On a tous notre zone de confort, mais ça peut avoir des limites en fonction de nos aspirations, nos projets, nos envies. Il y a l'intuition aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Ah ouais, j'aime bien entendre ça. C'est vrai. Simplement, si on se faisait confiance, si on faisait confiance, pour certains, en leur instinct, d'autres en leur intuition, d'autres en leur expérience. Peut-être un mélange de tout ça qui va faire que ça peut renforcer, effectivement, et faire simplement considérer que je suis capable d'affronter, d'être présent, dans tous les domaines de vie, dans les relations comme dans le travail, et surtout dans sa relation avec soi-même. Parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, se féliciter, c'est de l'autosatisfaction. Ouais. Pour certaines personnes, ça peut être, je ne veux pas dire réducteur, mais difficile de se faire. Mais il y a des personnes, ces mots-là, vous allez voir, on va en mettre après, on va mettre des petits cœurs avec des jolies phrases positives. Les personnes, c'est des gros mots. Hein. C'est inaccessible, c'est impossible. Ça peut même pas sortir. Oui, il y a un blocage. Ah oui. Pareil, on va y aller progressivement. Où intervient la notion du toucher? Parce que la confiance en soi vient du toucher. Bien sûr. Étant donné que c'est le premier des sens, Mhm. hétéro Mhm. développé, donc comment on l'intègre dans un cabinet hypnothérapeute? Nous, on a des techniques corporelles, justement, pour que la personne intègre par le corps les informations, pas que par la tête, parce que c'est pas suffisant. C'est bon pour la confiance en soi? Ouais. Par le dernier, pas des moindres encore. L'acceptation de soi. Oh là là. Parce que peut-être que je m'aime, peut-être que j'ai une bonne image de moi, peut-être j'ai confiance en moi, mais au final, j'ai du mal à prendre ma place. J'ai du mal à exister. Parce que je ne m'accepte pas dans tout ce que ça peut comprendre. Et c'est difficile pour un homme, une femme de s'accepter avec tout ce que ça peut comprendre, avec toutes les attentes aussi qu'il y a, toutes les injonctions dans la société. Comment arriver à s'accepter totalement? Pas évident. Là, on est sur les croyances liées à de l'identité. Ça va dépendre de la place que l'on nous a accordée. Un sentiment, simplement, juste d'exister, de prendre sa place. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problématique liée à ça? Quelque chose qui serait de l'ordre du comportemental, et on en ferait de l'identitaire. Par exemple, j'ai trébuché, et moi je vais me dire, je suis nulle, je suis maladroite. J'en fais quelque chose d'identitaire. Tout à fait. Comme s'il y avait une confusion entre le comportement et l'identité. Je fais ça, qualifié de mal, je suis ça. Voilà. Très important, ça en cabinet, notamment en PNL, bien distinguer les deux choses. Ça participe à l'identité, mais ça ne le définit pas non plus.
toutes les problématiques de place. Et on l'entend en cabinet. Difficile à prendre ma place, à exister, souvent dans les relations, aussi dans le travail, etc. Où là, je n'accepte pas tout. Et justement, ça rejoint aussi... tout ça, c'est voisin, hein, tout ça, c'est pas cloisonné, hein, ça interagit en fait les uns avec les autres. C'est juste de ce qui va m'empêcher, selon le regard que je vais poser, pour refaire ou faire différemment, etc. Mais si justement j'ai un regard sur mes défauts et que je les accepte pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'essaie de les mettre sous le tapis, hein, mais à force, je trébuche dessus, mais ça va pas. C'est le regard vraiment qu'on porte sur tout l'ensemble de tout ça. C'est comment j'accepte ça, aussi bien dans mes qualités que mes limites, mes fragilités. Ça appelle à beaucoup de bienveillance, hein, et je veux dire de la tolérance dans ce qu'on peut être en tant qu'humain. Mais il y a des personnes qui ont des grandes difficultés à exister, à prendre leur place. On est là pour les aider justement à se considérer. Et j'ai envie de dire, c'est le fruit déjà hein, de l'ensemble. Hein. Un peu la tendance à fuir, à disparaître. Comment? C'est un peu la tendance à fuir, à être transparent. Quand on a du mal effectivement à prendre sa place, on ne s'autorise pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir des stratégies. Et là, toutes les problématiques qui sont liées à la fuite, à l'évitement, où je ne m'expose pas parce que je ne me considère pas, je ne m'aime pas assez, etc., etc. Bien sûr, tout à fait. Est-ce que pour vous, ce problème d'estime de soi est mondial, ou est-ce qu'il y a des pays qui ont plus d'estime de soi? C'est variable, en fait. On le voit aux États-Unis, quelque part, où la réussite s'est beaucoup mis en avant, etc., etc. En France, réussir à gagner de l'argent, c'est presque honteux, il faut le cacher. Donc c'est très 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 variable selon les pays. Il y a des choses qui sont mises en valeur dans des pays, et les pays en fait, voilà, faut briller. Et il y a des pays en fait, faut se faire tout petit, très variable. D'où des fois le choc des cultures. Hein. Pour se comprendre, on n'a pas le même rapport à l'estime de soi. Tout à fait. Aux États-Unis, ils sont davantage dans la valorisation, I am the winner, I am the best, alors qu'ici, ça passe pour du narcissisme, du non-réalisme. C'est ça. Comme s'il fallait, comment dire, se cacher d'être heureux, de se sentir capable, de s'aimer. Tout de suite, on va aller dans la caricature, effectivement, avec les jugements qu'on porte dessus. Donc, généralement, hop, on essaie de se faire un petit peu petit. Dommage. Sans pour ça aller à l'américaine. Parce que c'est très aussi, comment dire, tout le monde ne peut pas être, comme tu disais, le winner, non. Revenons sur Terre. Ok. Donc le fait aussi de vouloir changer de prénom, d'identité, c'est typique. Ah oui, mais ça peut parler de plein de choses, effectivement, hein, sur... Quand on veut changer d'identité, en fait, de prénom juste, qu'est-ce qu'on n'a pas accepté? Qu'est-ce qu'on refuse? On ne peut pas devenir le winner. Si déjà on est et on vit dans cette dynamique, on peut être un winner, oui. On va forcément réussir dans un domaine. C'est quand même plus porteur, justement, de se dire que on s'aime, on est capable, on a une bonne image de soi, on s'accepte, etc. Pour réussir, ça ne peut que aider. Puisque généralement, les personnes viennent nous voir avec tout l'inverse. Et plus ou moins dans des domaines. Mais puis il y a certaines personnes qui sont complètement démolies de la vie. Et il faut reconstruire tout, à la base. Ça nous donne plus ou moins de boulot. Ok, mais on pourrait estimer qu'en tout cas, que quand tout ça s'est mis en place, il y a quelque chose de plus... lumineux, j'ai envie de dire, en tout cas plus simple, plus léger, et qui permet d'avancer. Ok. Quand on est affecté, on commence par quoi?
Moi, j'aime bien commencer par le début. Mais ça dépend des priorités de la personne. Si pour la personne, c'est vraiment... souvent, en fait, la clé d'entrée, quelque part, elle est là, sur la demande de la personne. Mais en fait, comme ça peut être le fruit d'autre chose, on va juste poser ça avec la personne pour voir là où ça pêche et qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il aurait fallu, comment on peut réparer, guérir, transformer tout cela. Ça passe par revisiter son passé. Ah oui. Vraiment, revisiter son passé. Dont elle l'a perçu. Exactement, en travaillant sur les perceptions et non pas juste sur voilà l'image qu'elle a en fait, et on va travailler. Ça, on a des techniques vraiment pour modifier les perceptions et qu'il y ait un choix aussi, il y ait une volonté. En ce qui a été imposé auparavant, peut-être on peut voir ça autrement aujourd'hui. Allez, je vais vous montrer des gros mots en... Peut-être c'est ça. Parce que pour certaines personnes, c'est acquis, il n'y a aucun souci. Pour les personnes qui viennent nous voir, en fait, pour ce que je disais tout à l'heure, pour certaines personnes, ça ne peut pas sortir facilement comme ça. Oui, mais elle peut au moins en choper un. Ah, mais nous, on va s'appuyer là-dessus. Hein. S'il y en a forcément un, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'autres encore, hein, bien sûr. Et sur l'acceptation de soi. Des questions par rapport à tout ça? Alors peut-être il y a des mots particuliers, des phrases particulières qui vous ont touché. Peut-être c'est des choses que vous aimeriez vous dire, vous aimeriez ressentir, vous aimeriez entendre, qui pourraient avoir une utilité en fonction de ce que vous désirez, ce que vous voulez dans votre vie. On va faire un petit jeu pour terminer, pour pouvoir intégrer tout ça. Juste avant, je voudrais répondre à vos questions, si vous en avez, par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Le j'ai ma place. Ouais. On peut se penser nous-mêmes, il faut que les autres acceptent de nous la laisser la place. Ah, moi, je suis bien d'accord avec toi. Tout à fait, tout à fait. Tout ça, on a vu dès le début, c'est toujours en lien avec l'autre. Arroger la place. Par contre, en fait, c'est juste, voilà, la question, c'est est-ce que j'attends qu'on m'appelle ou est-ce que j'ai une démarche active, quelque part, pour prendre ma place? On va estimer que peut-être les autres, à un moment, ils vont s'habituer. Ça va peut-être faire du changement, ça va peut-être grogner à un moment, mais qu'à un moment, on va peut-être s'y faire, quoi. Et puis que si vraiment la personne n'est pas apte à cela, dans les problèmes d'estime de soi, c'est vraiment d'apprendre à se séparer ou mettre de la distance avec des personnes qui ne sont pas capables de nous renvoyer une belle estime. Ça fait partie, enfin, du travail. C'est-à-dire, en fait, ça relève juste de la protection, hein, d'un sentiment, justement, parce qu'on a de la valeur. Il y a des fois, en fait, on croit que. Après, c'est plus complexe. Il y a des conflits de valeurs, des loyautés, etc., etc. Mais c'est juste qu'est-ce qu'on se renvoie l'un l'autre. Et si on se fait du mal, je ne sais pas quel est vraiment le but, l'intérêt. On va travailler sur ça aussi. C'est pareil, hein. Vous avez un projet, vous avez quelque chose, vous avez envie de personnes qui vous soutiennent, qui vous valorisent, qui vous font sentir que vous pouvez avoir confiance en vos projets, tout simplement. C'est mieux comme ça. C'est un choix. À un moment, effectivement, s'entourer des bonnes personnes. Tout à fait, tout à fait. D'autres questions? C'est quand même difficile parce qu'on est, je veux dire, on fait partie d'une génération où l'enfant suivait. Oui. Au niveau de l'éducation, on ne lui demandait pas trop, on lui posait pas trop de questions. Bien sûr. Donc ceux qui étaient désirés, tant mieux. Hein, ouais. Ceux qui avaient d'amour, c'est bien. Mais je me dis, en fait, on rencontre que des gens qui ont soit un manque d'amour, soit un manque de confiance. Et donc, c'est difficile. Là, vous venez de dire, si vous ne trouvez pas, il y a la rupture, ok.
Mais c'est une option. je veux dire, oui, J'ai ça dit concerne- aussi qu'il pouvait y avoir de la distance. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins 90% de la population, je veux dire notre génération, qui ont un manque, Oui. quel qu'il soit. Oui. Donc il y a une blessure quelque part. Ah oui, bien sûr. Donc c'est difficile. Je veux dire, on a tous besoin d'être aidés, entre guillemets, quoi. Mais c'est bien le sujet de ce soir. Et de voir des solutions, des possibilités, pour ne pas juste faire ce constat-là, et après, derrière, avoir une démarche pour pouvoir, en rien que la démarche d'aller se faire accompagner, c'est une démarche déjà d'estime de soi. Oui, effectivement. Il y a ceux qui en sont conscients, puis il y en a Tout d'autres. à fait, tout à fait. Nous, on s'occupe déjà de ceux qui sont conscients. C'est déjà, on a de quoi faire, hein, déjà. On n'est pas obligé aussi d'accepter, mais on peut changer les choses aussi quand même. On n'est pas obligé de rester dans l'acceptation de tout ça, mais on peut aussi changer les choses nous-mêmes. Après, avoir Sinon, on ne ferait pas ce métier. Donc, effectivement, pas rester sur ça, mais dépasser. Oui. C'est juste pour rebondir sur madame qui vient de parler, qui vient de choquer mon oreille en disant c'est difficile, c'est quand même dur. Et en fait, tous ces mots, pour moi, aujourd'hui, c'est... Ça peut déjà être une limite, mais... Bah, ouais. Je suis d'accord. Et en fait, Mais pour moi, ça rend- c'est déjà une limite, mais il faut aussi, faut pas, comment dire non plus, vendre du rêve. Non, ça C'est-à-dire rend- que c'est changer sa conversation. tout à fait, mais ça demande du temps, plus ou moins pour certains, des efforts même pour certains. Mais je suis d'accord de dire que c'est difficile parce que selon la blessure, effectivement, l'importance de la blessure, mais c'est peut-être plus facile qu'on croit. Peut-être déjà juste commencer. Et quand on a des personnes qui sont, comme madame, enfin, moi, ça va être ma mère que je vois directement. Ah, ça y est. Derrière les cheveux blancs aussi, comment on fait pour pas que ça vienne trop impulser cette dynamique à dire mais non, c'est pas difficile, mais... Ah bah il y a un moment, c'est pince-moi, je rêve, quoi. C'est-à-dire que juste vérifier que c'est pas maman qui est en face. Ok. Non, mais ça me fait penser à ma mère, parce que ma mère elle est tout le temps comme ça, c'est pour ça. D'accord. C'est pas ma mère, c'est pas ce que je veux dire. C'est loin de là, désolé. Non, mais c'est intéressant parce que moi j'ai un enfant qui est encore jeune et je me bats à la maison pour problème. Faut pas que ça rentre à la maison. Ce mot problème, on ne doit pas l'utiliser. Toutes les négations, tout ce qui est négatif. Et c'est marrant ce que vous venez de dire parce que je me mets tellement en mode positif à la maison Oui. que là, Je lâche. ouais. Ok. D'accord. C'est nous qui prenons, en fait. À la maison, tout va bien, mais... Ok. patate chaude. Ok. On peut considérer en limite, mais j'accepte quand même quelque part, effectivement, que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Effectivement, pour certains, il faut du temps, il faut de l'apprentissage, de l'expérience, tout ça pour pouvoir redonner quelque part des informations, justement, dans ce qui est enregistré, de l'expérience, profiter de chaque pas positif qui est fait. Si on accepte que c'est une situation difficile, peut-être que justement... Merci. on va pouvoir y aller. Merci. Parce qu'en fait, la société, oui, elle est comme ça, on est comme ça. Ben, il faut composer. Il y a des difficultés. Bien sûr. Si c'est simple dès le départ. Non, on ne vend pas du rêve. Si on l'accepte et si on arrive à le comprendre, comme vous l'avez très bien expliqué, je trouve que oui, déjà, ça va pas en avant à se dire, là, je peux avancer. Et, Bien sûr. Après, comment... je pense que c'est complexe. Bien sûr. Mais il ne faut pas non plus, en fait, faire une barrière sur toutes les difficultés, etc. Parce que... On est d'accord. En bonne transition avec le petit jeu qu'on va faire juste après. C'est la problématique aussi le mood dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'il y a tout ce qui a trait à la pensée positive. Il faut absolument, justement, comme vous le disiez, d'être toujours bien Performant, l'air de rien, c'est des injonctions quand même. Et puis c'est surtout qu'on ne sait pas comment le faire. Donc oui, il faut penser positif, oui, c'est sûr, on est d'accord, c'est plus porteur. Mais des fois, en fait, on ne sait pas comment le faire. Et tout le travail, justement, de se faire accompagner pour que la personne, que le praticien aide la personne à trouver les outils pour réaliser ce qu'elle a envie de réaliser. Sinon, effectivement, ça devient
Problématique parce qu'en plus, ça rajoute de la culpabilité. Ouais. Non, non, c'est pas le but. C'est bon? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est... Il y a forcément une phrase qui vous a parlé, ou peut-être une autre, hein, par rapport à ce que vous avez vu. Et je vous propose un jeu pour pouvoir utiliser quelque chose que vous auriez... qui serait utile pour pouvoir, en fonction de votre objectif de vie, par rapport à une problématique que vous pouvez avoir, on va faire un petit jeu dessus. Ça marche? Ok. Je vais vous demander de vous relever. Et on va faire un protocole de PNL, mais après on va rajouter de l'hypnose pour goûter à ce que c'est, pour justement la confiance en soi, l'amour de soi, ou quoi que ce soit, en fait, ce qui vous a plu. Je vais vous demander, en premier, de bien penser, peut-être vous aurez besoin de le faire avec les yeux fermés, juste penser à la problématique que vous avez en ce moment, celle qui vous préoccupe, celle qui peut vous soucier, en tout cas, qui peut se transformer après en objectif, c'est-à-dire que vous auriez envie que ça change, que ça évolue, que ça se transforme. Généralement, ça vient vite, hein, parce que c'est... c'est présent. Et puis surtout, maintenant, par rapport à cette problématique, je vais te demander de définir l'état désiré pour toi, c'est-à-dire comment tu auras envie de te sentir pour réaliser ton objectif. Alors ça peut être des sensations corporelles, peut-être ça peut être des émotions, juste comment tu as envie, de quoi tu aurais besoin pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Alors peut-être c'est de la confiance, peut-être c'est de la sécurité, peut-être c'est de la douceur, moi je ne sais pas, tout est possible. Ça peut être une valeur, une qualité à développer, et qui t'amène à ressentir ce dont tu aurais besoin pour t'aider. Ok? La première qui vient, comme ça. Une fois que c'est fait, je vais te demander d'imaginer que face à toi, au niveau du sol, juste en dessous, là, il y a une forme qui représenterait le mot que tu as choisi. La valeur, la qualité, l'état. Alors, ça peut être un cercle, ça peut être un carré, ça peut être un triangle, ça peut être une étoile. On peut avoir une forme plus floue. Tout est possible. Mais juste de trouver quelle est la forme qui représenterait cela. Une fois que c'est fait, je te demandais de regarder quelle couleur a cette forme. Tout est possible. Les contours, l'intérieur. Si tu es plus visuel, effectivement, tu vas bien voir comment est cette forme. De regarder sa texture, son aspect. Et de regarder juste quand tu mets le pied dessus, ce qui se passe. Comment ça vient à l'intérieur de toi. Très bien. Je vais te demander maintenant de trouver le mot, la phrase que tu aimerais te dire, ce que tu aimerais ressentir aussi. Alors peut-être ça peut rejoindre ce qu'on a pu voir auparavant. Qui correspondrait à cet état. Ce que tu aimerais juste te dire, ce que tu aurais peut-être aimé entendre auparavant, mais que tu vas pouvoir te dire maintenant. Voilà. Et maintenant, je vais te demander de trouver un geste qui pourrait représenter cet état, cette phrase. Alors peut-être pour toi, c'est de croiser les doigts, peut-être c'est de te prendre dans les bras, peut-être un geste que toi seul pourras avoir. Voilà, peut-être la main, voilà, au niveau de la poitrine, du ventre, de la tête, peu importe. Ce qui est bon pour toi, trouver le geste qui te va bien, qui te plaît. Super.
une fois que tu l'as trouvé, je vais te demander d'activer les 3. C'est-à-dire, en fait, le visuel, c'est-à-dire la forme que tu as trouvée. Et d'imaginer juste d'être installé dessus. Voilà. Et en même temps, d'activer ton geste et la phrase que tu peux te dire à l'intérieur, même la phrase que tu peux exprimer à haute voix pour renforcer cet état positif dans lequel tu as envie d'être. Et maintenant, je vais te demander, en fait, comme si tu es plus auditif, de pouvoir bien entendre cette phrase, comme si elle se répétait comme dans une belle chanson. Peut-être, si tu es plus visuel, de pouvoir faire monter la couleur. Si par exemple, tu es sur une étoile, de faire monter, 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 monter cette étoile pour qu'elle imprègne tout le corps. Comme si tu pouvais baigner dans la lumière la couleur de cette forme. Regardez tout ce que ça apporte. Peut-être, si tu es plus kinesthésique, si tu es plus dans le ressenti physique, bien activer cet ancrage. Une fois que tu l'as bien installé, tout ça à l'intérieur, que tu en as bien profité, que ça te fait du bien, je vais te demander d'imaginer, en étant dans cet état-là, ce qui se passe quand tu as à faire ce que tu as à faire, à dire ce que tu as à dire, par rapport à ta problématique. Ce que ça t'apporte de bon, de bien. Ce que ça favorise. Juste des premiers constats comme ça. Tu pourras prolonger cela plus tard. Et juste d'imaginer, voilà, tout ce que ça apporte. Ce qui fait la différence. Le plus. Et même t'entraîner régulièrement, avant d'être confronté à la situation, à installer ça à l'intérieur de toi, en se rappelant du geste, du mot, de la forme. Qui fait que le jour où tu en as besoin, tu vas aller le chercher beaucoup plus facilement que si tu ne t'étais pas entraîné. C'est comme tout. Ok. Bien. Tu vas pouvoir rouvrir les yeux. Et puis te rasseoir tranquillement. Profitant de cette expérience, puis voilà, pouvoir la reproduire chaque fois que tu en auras besoin. Ça va bien? Ouais, c'est du bien, hein? Sûr. Des questions, ce qu'on a vu ce soir? Première approche, hein, on ne peut pas tout développer autour des signes de soi, hein, ça, c'est très vaste. C'est bon pour vous? Alors, comme on a vu que tout ça, c'était lié avec il y a beaucoup le mot de l'enfance, hein, l'enfant qui est revenu. Je finirai juste par une citation de Milton Erickson, justement, qui a dit qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. C'est tout le travail, hein, de l'accompagnement à la personne, et bien comme ça. Bien, ben je vous remercie d'être venu à l'Institut Cassiopée. Merci à vous. Et prenez soin de vous. Votre estime.